mois exactement après son décès en Belgique, la date du retour de la dépouille de l'opposant historique de la RD Congo, Étienne Tshisekedi, est enfin connue. Un mois de tergiversation s'est écoulé et pourtant les questions qui sont posées avec acuité depuis ce décès pour le moins inattendu restent intactes. Qui sera nommé Premier ministre? Le président Joseph Kabila Kabange dit en effet attendre 3 noms pendant que le rassemblement a opté pour Félix Tshisekedi, fils du Sphinx de Limete et secrétaire général adjoint de l'UDPS, qui, pour reprendre le leadership du rassemblement, autant de questions qu'on se pose, le retour de Raphaël Katebe Katoto, frère de Moïse Katumbi Tchapoué, après 12 années d'exil, peut-il faire bouger les lignes? Autant de questions qu'on se pose. Et quant aux évêques de la CENCO, la conférence épiscopale nationale congolaise, ils estiment que les différentes exactions et crimes qui sont commis et qui se multiplient à l'intérieur du pays sont à dessein pour retarder, voire empêcher les élections qui sont censées se dérouler, on le rappelle, toujours au cours de cette année 2017. République démocratique du Congo, retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, fin des calculs politiques. Ce sera notre premier débat sur Angle de vue. Ensuite, au Mali, et en vertu de l'accord de paix de 2015, les autorités intérimaires ont été officiellement installées à Kidal, comme c'est également prévu dans les autres grandes villes du nord du pays. Objectif, gérer cette vaste région en attendant l'élection de la population, l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Noble mission, sauf que les organisations de la société civile et les mouvements politico-militaires de Tombouctou et Gao ne sont pas du même avis. Ils ont annoncé le début d'une mobilisation pacifique contre cette installation et exigent entre autres leur inclusion dans le processus de paix et de réconciliation. Mali, installation effective des autorités intérimaires dans le nord, de quoi pacifier cette région en proie à des troubles persistants. Second débat du jour sur votre émission. Merci de nous suivre. Nos invités du jour sont plus tarder. D'abord, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Face à vous aujourd'hui, Aimé Tiefa, sociologue, expert en stratégie de développement. Aimé Tiefa, bienvenue. Bonjour. Messieurs, République démocratique du Congo, retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, fin des calculs politiques. Un mois déjà, voilà le temps que cela aura pris aux deux camps pour s'entendre sur les obsèques du vieux. Finalement, le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi est effectif. Ce sera pour le 11 mars. Aimé Tiefa. Merci. Je voudrais préciser d'entrée de jeu que Étienne Tshisekedi, qui a fait de sa vie, je dirais, une sorte de sacerdoce politique pour la lutte, pour le développement en RDC, et que donc le tout premier intérêt ou le tout premier gain qui sortirait du rapatriement de sa dépouille mortelle, c'est d'abord que finalement il sera inhumé et cela contribuait au repos de son âme et surtout sa famille finalement va pouvoir tirer parti de cela. Ça c'est la première chose la plus importante qu'il faut voir. Maintenant, pour en venir concrètement à votre question, je ne crois pas que le fait que sa dépouille revienne au bercail et que l'on procède à son inhumation pourrait ralentir l'appétit politique des gens. En tout cas, lorsque vous observez bien, Étienne Tshisekedi, qui est un grand leader politique et dont, je dirais, l'image, l'icône, non seulement en RDC, mais en Afrique centrale et en Afrique tout court, a permis de poser beaucoup de problèmes en RDC, mais a également permis d'en résoudre beaucoup. Lorsqu'on perd un dirigeant de cette trempe, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on ne sent plus leur présence. Si vous posez la question aux Sud-Africains, ils continueront par vous dire qu'en quelque chose, ils ont regretté le départ de Nelson Mandela. Donc, c'est au fil du temps, en pourvoyant au poste
aux différents postes qui, de part et d'autre, doivent être pourvus pour que la machine institutionnelle et organisationnelle puisse réellement fonctionner. Parce que lorsqu'on parle de politique, c'est une myriade d'institutions, d'organisations où tout doit être pourvu pour que ces machines puissent réellement fonctionner. Donc, au fil du temps et progressivement, nous verrons que lorsque ces différentes institutions seront mises en place et tourneront à plein régime, progressivement, le décès et la disparition d'Étienne Tshisekedi pourraient être oubliés par le grand peuple congolais, mais pas pour sa famille et ses proches. Alors, Lamine Cissé, aujourd'hui, on a l'impression que la famille biologique d'Étienne Tshisekedi et le gouverneur de la ville de Kinshasa ont pu trouver un terrain d'entente. C'est ce qui fait que cette annonce a été faite. Mais on a l'impression qu'il y a aussi des gens, il y a toujours des gens à l'UDPS qui n'ont pas envie qu'on s'entende, notamment des combattants de l'UDPS qui se sont opposés au oui de la famille biologique. Et le livre d'or qui est signé à l'IMET, aujourd'hui, on ne peut plus avoir accès à ce livre d'or-là. Qu'est-ce qui justifie cette surenchère autour de la dépouille de Tshisekedi? Oui, c'est les appétits politiques. C'est-à-dire que nos dirigeants, en général, ils se réunissent sur tout ce qui les divise, sauf pour l'intérêt du peuple. C'est ça le grand dommage. Je crois que, normalement, si après la disparition de Tshisekedi, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, l'appétit ne devait pas être qui va prendre la place. Qu'est-ce que nous allons faire pour le Congo? C'est ce qui devait être la priorité. Et ce qui se passe actuellement, ils sont en train de retarder l'échéance. Ils sont en train d'installer Kabila dans ses fonctions durablement, avec leur querelle-là. Puisque de toute façon, ça n'a pas de sens. L'accord a confirmé que Kabila ne part pas s'il n'y a pas élection. Exactement. Donc plus ça traîne, plus ça même enrage. la constitution même, la constitution même de RDC, tant qu'il n'y a pas élection, Kabila ne part pas. Le juge a tranché par rapport à cette situation. Oui, le juge constitutionnel, mais bon, certains ont décrié qu'il n'y avait pas suffisamment de juges et que cette décision n'était pas valable. C'est dans la Constitution. Le juge ne se base que sur la Constitution qu'il motive. Voilà tel article et il motive. C'est ça. Le juge n'invente rien du tout. On estime en RD Congo que le juge n'est pas impartial. La politique, c'est ça. Maintenant, le problème qui se pose est que c'est dommage que la dépouille de Tshisekedi soit utilisée comme pour du clientélisme politique. Je voudrais, comme M. Tchefa l'a dit, qu'on l'enterre, qu'on retourne son corps à la terre, puisque son âme est à Dieu déjà. Et puis qu'il baisse les tensions. Que la famille ne pense pas que l'UDPS, c'est un héritage politique. Et ça va créer d'autres problèmes également. Parce que si tant est que le combat du papa, c'est pour la RDC, je crois qu'il n'y a pas matière aujourd'hui à dire que ce combat, nous allons l'approprier, ça nous appartient. Ça appartient au peuple congolais. Voilà. Absolument. Alors, non, je voudrais nuancer quelque chose. La famille d'Étienne Tshisekedi demande à ce qu'on ne mêle pas les cérémonies de ce monsieur à la politique. Autrement dit, ça revient à ce que dit M. Lamine Cissé. La famille ne veut nullement qu'on se préoccupe de la politique par rapport aux cérémonies funèbres et aux obsèques d'Étienne Tshisekedi. Oui, mais l'exécutif estime aujourd'hui que si on n'offre pas des funérailles dignes à Étienne Tshisekedi, eh bien, on ne peut pas continuer à parler de politique, de nomination. Qu'est-ce qu'il a laissé dans son testament? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que lui-même aurait souhaité, mais je crois qu'un homme de 84 ans, certainement, doit avoir un testament. Bon, eux, ils estiment, c'est-à-dire le gouvernement, les dirigeants politiques estiment qu'il est un grand homme politique, il faut lui rendre les hommages dignes de ce nom. Mais dans le même temps, la famille estime qu'on leur colle la paix et qu'ils enterrent leur fils tel qu'ils l'entendent. Bon, comprenons-nous un peu, Tshisekedi n'est pas n'importe qui, il ne peut pas être enterré n'importe qui. Celui qui a mis 52 ans de sa vie, je l'ai dit, au profit de l'Afrique centrale et de la RDC, qui fait le pont
entre ce pays, entre l'Afrique et plusieurs autres continents, je crois quand même que partout au monde, lorsqu'un leader, lorsqu'un dirigeant de cette trempe disparaît, ça devient pour une bonne partie l'affaire de toute une nation. Tel a été le cas pour Mandela en Afrique du Sud, tel a été le cas pour le général Mathieu Kérékou ici, et c'est comme ça que ça se passe un peu partout. Il y a une intimité familiale, mais la famille également a intérêt à comprendre que celui qui est mort n'est pas n'importe qui. C'est un honneur. Non, je crois qu'il y a une confusion. Je parle de la nomination du Premier ministre. On va justement parler. On va justement parler aujourd'hui. C'est ce lien-là que j'ai fait. Et puis, aujourd'hui, on a l'impression que l'accord de cogestion de la transition qui a été signé sous l'égide de la CENCO est au point mort. En quoi est-ce utile pour le président Kabila aujourd'hui, Lamine Cissé, de demander forcément qu'on lui propose 3 noms, alors que c'était entendu dans l'accord que le Premier ministre revenait de droit à l'UDPS? Vous savez, l'accord là, c'est les religieux qui ont forcé cet accord-là. L'accord là, il n'y a pas de consensus. La majorité présidentielle, en tout cas, a signé cet accord avec beaucoup de réserves. Et puis moi, je pense que cet accord-là est contre-productif. En quoi? Non, parce que moi, je souhaiterais que les religieux aillent dans le sens de l'accord qui a été conduit par les Nations Unies, par l'Union africaine. Oui, mais cet accord a exclu la majeure partie de l'opposition. Oui, mais ils n'ont qu'à les inclure et ne pas créer d'autres accords qui amènent d'autres dissensions. Moi, mon problème est qu'il ne faut pas que les religieux se substituent aux politiciens. S'ils vont dans ce sens-là, ils vont échouer. Parce que tout à l'heure, là, dans la déclaration, ça viendra, vous avez dit qu'ils ont dit qu'on tue au Congo pour retarder les échéances électorales. Ça ne devait pas être une déclaration religieuse. D'autant plus qu'on a toujours tué au Congo. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais la particularité de la CENCO en RD Congo ne saurait être occultée. L'épiscopat congolais a toujours et de tout temps eu, je ne sais pas, cette onction ou ce pouvoir décisionnel pour pacifier ou pour tempérer les ardeurs de chaque clan. Est-ce qu'aujourd'hui, la question que Lamine Cissé pose est peut-être valable, je vous la pose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le rôle de l'épiscopat ou de la CENCO de tenir ce type de discours, aller jusqu'à dire que tout ce qui se passe à l'intérieur du pays est de nature à retarder ou à empêcher les élections au Congo? Non, faisons bien la part des choses. Jusque-là, qu'est-ce que le CENCO a fait? Jusque-là. Je précise, il ne s'agit pas des religieux congolais. Il s'agit du CENCO. Oui, la conférence épiscopale nationale. J'avais rappelé sur ce plateau que lorsque vous allez en RDC, en dehors de l'Église catholique et des religions endogènes, plus aucune tendance religieuse n'est crédible pour parler politique, pour pacifier dans ce pays-là. Or, en Afrique, c'est le tout premier foyer religieux. Le deuxième, c'est le Kenya, et le troisième, c'est le Nigeria. Toutes les religions que vous avez sur cette planète se retrouvent en RDC. Donc, c'est un pays qui, du point de vue religieux et spirituel, est très chargé. Vous voyez. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait que ces deux tendances-là? Il faut qu'on aille voir l'histoire. Donc, c'est pour vous dire que l'Église catholique joue un rôle de médiation très important. Et que si cette Église n'avait pas joué ce rôle-là, à l'heure où je vous parle, le pays serait déjà au chaos. C'est évident. Ne nous l'aurons pas, parce que voilà un chef d'État qui refuse d'organiser les élections. Qu'est-ce que la Constitution a dit? Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, on parle encore de constitution ou bien d'accord? La Constitution avait Il n'y a dit plus de clairement constitution. Au 19 décembre, il n'y a plus de constitution. La constitution, elle est... Mais vous demandez mon point de vue ou il n'a qu'à se développer d'abord? Bon, je finis mon point de vue. La Constitution était claire. Vous êtes élu pour un mandat et à la fin de ce mandat, vous rendez le tablier si vous n'êtes plus éligible. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, il faut saluer l'œuvre du CENCO. Le CENCO, aujourd'hui, est-elle en train de faire de la politique en RDC? À mon avis, non. Puisque la CENCO n'est au pouvoir de rien. La CENCO ne gère rien. La CENCO n'a pas le pouvoir. Et il n'y a pas d'organe d'État ou d'institution d'État ayant à sa tête la CENCO, il n'y en a pas. Encore que les autorités religieuses, qui sont des autorités morales et qui doivent être crédibles, partout au monde jouent un rôle d'apaisement et de
médiation. C'est ça que le Vatican fait. C'est ça que également la grande mosquée d'Arabie Saoudite fait. Ce sont des autorités morales, puisque n'importe qui ne conduit pas une médiation. Donc si les parties belligérantes en litige font confiance à une institution pour conduire une médiation, de mon point de vue, c'est que cette institution est crédible. Ce que la SENCO est en train de dire, c'est lever les goulots d'étranglement pour pouvoir permettre la mise en œuvre et l'implémentation facile de l'accord. Pour moi, cet accord peut servir à tout. Pour moi, cet accord est bon. Si on sait d'où ils sont partis, on ne peut pas s'en tenir aujourd'hui aux personnalités politiques qui sont à couteau tiré entre elles. On ne peut pas s'en tenir à la Constitution qui est tombée en désuétude du fait qu'elle n'est pas réellement servie à organiser les élections. Dieu merci, il y a encore un peu de crédibilité par rapport à certaines institutions et organisations de la société civile sur lesquelles les Congolais peuvent s'appuyer pour régler leurs différends. De mon point de vue, c'est une chance. Alors, Lamine Cissé, mais c'est quand même le président Kabila même qui a demandé que la SENCO conduise cette médiation, cette mission de bons offices. Aujourd'hui, pourquoi on refuse de nommer un Premier ministre alors que ce serait très facile d'accélérer les choses? Cela rejoint ceux qui estiment que le président Kabila n'a pas envie de quitter le pouvoir. Bon, je ne vois pas ça de cette manière-là. Et puis, il faut faire attention. Quand vous dites que la Constitution est suspendue, elle ne l'est pas. La Constitution n'est pas suspendue. La Constitution dit tant qu'il n'y a pas un nouveau président élu, le président en fonction ne quitte pas le pouvoir. Oui, c'est clair. Oui, mais non, attends. Si le délai est passé, la Constitution est violée. Elle est violée, la Constitution. Pourquoi la Constitution a dit tant qu'un nouveau président? C'est-à-dire le délai peut être passé. Elle est violée. C'est prévu, ça c'est prévu. Je dis, si aujourd'hui il y a accord, c'est que la Constitution est mise de côté. Lamine Cissé. Je parle en fonction du président de la Cour constitutionnelle. Qui s'est basé sur les textes de la Constitution. Et qui a été taxé de partialité. Non, mais c'est tout à fait normal. Vous êtes en train d'avoir une autre position ici sur le plateau. Donc c'est tout à fait normal. Répondez à ma question. Je dis, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président Kabila de nommer un Premier ministre issu du Rassemblement? Pourquoi demander 3 noms? Est-ce que ce n'est pas fait pour lambiner les choses? Mais pourquoi vous voulez que je réponde? Forcément, il faut que j'argumente avant de répondre. Parce que là, vraiment, c'est très court. Ce que je voudrais tout simplement vous dire est que tout à l'heure, il a fait allusion à l'Arabie Saoudite. C'est différent. L'Arabie Saoudite, c'est la charia, c'est l'islam qui dirige. C'est les textes coraniques qu'on prend pour diriger. Ça, c'est différent. L'État est confondu maintenant. Alors moi, c'est la peur que j'ai pour la RDC. Ne pas que les religieux se confondent au pouvoir exécutif. Si cela arrive à ce niveau-là, c'est la dérive. C'est-à-dire que maintenant, la partie religieuse devient une opposition. Et maintenant, si le pouvoir exécutif en place voit les manœuvres du pouvoir religieux comme de l'opposition, ça pose un problème d'applicabilité des trucs. C'est ça que je suis en train... C'est une crainte que j'exprime tout simplement pour ne pas aller vers la dérive. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je dis, si la SEMCO, on a dit, on va nommer le fils de Kabila comme Premier ministre, ou bien on va nommer telle personne comme Premier ministre, et que le président dit proposez-moi 3 noms, mais ils n'ont qu'à aller dans ce sens-là. Le problème est où? Ça pose, quel est le problème qui se pose? Pourquoi est-ce que ça c'est une matière à tirailler? Mais retrouvez-vous, trouvez 3 personnes, 3 noms et donnez. C'est aussi simple que... Mais le rigidisme, c'est-à-dire aller jusqu'au boutisme, il faut qu'on arrête, sinon on est en train d'installer... Il ne faut pas faciliter la voie à Kabila de s'installer. Moi je suis pour que Kabila parte à l'issue d'une élection transparente et démocratique. C'est ce que je veux. Mais je voudrais que ça se fasse dans les règles de l'art. Qu'on permette à la CENI qui organise les élections, qu'on inscrit les gens sur des fichiers. Avec des fichiers valables et très bien faits, nous pouvons aller vers une élection transparente et apaisée. Moi, c'est ma priorité. Et permettre à Kabila de sortir tranquillement. Mais maintenant, il ne facilite pas. Si vous voulez, dans ce processus de transition, amener, n'est-ce pas, l'opposition, tendre les muscles, c'est pour installer Kabila durablement dans ses fonctions. C'est ce que c'est ma crainte, se trouve à ce niveau-là. Monsieur Lamine Cissé a posé une question très importante et je crois qu'il faut répondre à cette question. Il demande où est le problème. Monsieur Lamine Cissé, l'accord de Saint-Sylvestre dit que c'est l'UDPS qui propose qui sera Premier ministre. L'accord, c'est écrit noir sur blanc. Il n'a jamais dit de proposer 3 ou 5 noms. Il a dit que l'UDPS propose qui sera Premier ministre. C'est écrit noir sur blanc.
Qui refuse de faire ça? C'est Kabila. Mais la majorité a exprimé des réserves par rapport à ça, à ce point précis. Non, ils ont signé l'accord. Mais avec réserve. Non, par rapport à ce point. Ils ont signé l'accord. Monsieur Cissé, ce que vous signez avec ou sans réserve, votre signature ne nous dit pas. Non, je peux. J'arrive, monsieur Cissé. Ouais. Votre signature ne nous dit pas dans quel état d'âme vous avez signé. Mais ils l'ont exprimé clairement. Non, vous l'avez apposé. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des réserves, si ce qui se passe, vous pensez que ça ne vous arrange pas, vous n'apposez pas votre signature. Une fois que vous la posez, si vous êtes un homme digne, ça vous engage. Qui a refusé d'organiser les élections? C'est Kabila. Qui a refusé de partir au terme de son mandat? C'est Kabila. Qui a refusé de nommer le Premier ministre conformément à l'accord de Saint-Sylvestre? C'est Kabila. Qui demande aujourd'hui le retrait du Senko, de la Senko, qui a joué un rôle important pour le processus de paix et de pacification en RDC, puisque vous avez vu Eden Kodjo, délégué par l'Union africaine, a échoué. Qui a refusé donc que la Senko continue son travail? C'est Kabila. Ça, il faut qu'on le voit de tout œil. Et je sais que vous êtes plus sage et plus intelligent et objectif. C'est son point de vue, parce que s'il limite le problème de la RDC à Kabila, c'est une lecture politique qui n'est pas du tout bonne. Si vous limitez... Je limiterai le ça problème, à qui? Non, attendez. Il faut limiter à qui? Non, si vous limitez... Mais c'est tout un processus. Lamine Cissé... Kabila, c'est qui? C'est toute une histoire qui est derrière Kabila. Lamine Cissé... Mais il y a des contradictions internes. Il n'y a pas d'histoire derrière Félix. Monsieur, laissez-moi... Tu sais que son histoire est... Lamine, vous pensez que c'est Lamine positif? Cissé, Quand il parle de Tshisekedi, il parle de Mandela, moi ça me gêne. Lamine Cissé... Pourquoi? Non, mais ça me gêne. C'est deux entités qu'il ne faut même pas... Il ne faut même pas prononcer le nom de Tshisekedi et parler de Mandela. Mais quand même... C'est-à-dire que quand on fait des analyses... Les deux ne sont-ils pas de grands hommes, Lamine Cissé? Les deux ne sont-ils pas de grands hommes? Qui c'est? Les deux. Mandela est un très grand homme, sans tâche. Mais Tshisekedi est plein de tâches. Je peux le démontrer sur le plateau. D'accord. Répondez à ma question. Donc, je ne peux pas lier les deux. Lamine Cissé, aujourd'hui, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a sorti un rapport récemment et a prouvé dans ce rapport-là que, je crois, l'armée, la police, en tout cas les forces de l'ordre, ont tiré pour tuer lors des émeutes qu'il y a eu à la date butoir de la fin du mandat du président Joseph Kabila Kabange. Votre avis sur ce rapport? Oui, mais je le constate comme vous. Ce n'est pas normal qu'on tire sur des personnes qui n'ont pas ces bavures-là. On les voit un peu partout en Afrique. Mais en ce sens, est-ce que ce n'est pas l'exécutif qui en porte la responsabilité? Non, là, la sécurité des citoyens et des populations, mais vous qui avez toute la puissance publique, ça vous incombe, naturellement. C'est vous qui devez protéger. Donc, la faute est à l'exécutif. En ce sens, n'aurait-il pas mieux valu respecter la Constitution et quitter le pouvoir à la date du 19 décembre? Non, c'est pourquoi je vous dis, il faut traiter les pays d'une façon spécifique. Voilà. Emetiefa, dites-moi, aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur les évêques. Ils ont eu à tenir un certain nombre de propos extrêmement forts quand on dit que ça soit dans le Nord Kivu, que ça soit dans le Tanganyika, dans le Congo central, le Kasaï, des milliers de morts et l'incapacité de l'État à les empêcher, eh bien la Senko estime que c'est une planification en vue de retarder ou d'empêcher les élections. C'est des propos extrêmement forts. Quelle est votre analyse sur ce type de discours en ce moment, actuellement, en RD Congo? Non, je reste sincère. Une institution comme celle-là, je précise, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez donner le nom d'une institution dirigée par la Senko? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, de mon point de vue, ils sont toujours dans leur rôle de société civile, d'autorité morale et religieuse, pacifiant ou œuvrant pour la paix et la stabilité dans ce pays-là. Je vous rappelle, dans le même temps, que ces autorités morales et religieuses sont congolaises, n'est-ce pas? Alors, si elles affirment quelque chose du genre maintenant, c'est sûr, ils savent de quoi ils parlent, de mon point de vue. Ils savent de quoi ils parlent. L'essentiel, je ne sais pas, peut-être ils sont dans une stratégie de tirer sur la sonnette d'alarme pour en arriver à ce qu'il n'y ait plus de dérive, de mon point de vue. Mais c'est une affirmation importante. Et de leur position de médiateur
Et je dis en dehors d'eux, aujourd'hui, il n'y en a plus personne. Si vous connaissez une institution qui peut jouer à de la médiation dans cette crise, dites il n'y en a pas. Toutes les institutions ont échoué. C'est pour ça que les autres sont venus. Donc, disons, tirer sur la sonnette d'alarme à travers des déclarations aussi fortes et aussi poignantes, ce n'est pas sans objectif. Parce qu'ils connaissent Kabila, Kabila aussi bien les connaît. Donc, je crois que ces deux parties qui se regardent et qui traitent chacune avec les armes dont elles disposent. L'objectif de Kabila, c'est le pouvoir, mais l'objectif de la Senko, ce n'est pas le pouvoir, c'est la paix. C'est la paix. Ben, la Senko, écoutez, un monseigneur ne peut pas être président de la République. Vous ne pouvez lui donner aucun poste, aucun. Et si vous voulez, bon, on n'a plus le temps, on peut revenir à nos conférences nationales en Afrique. Regardez le rôle que l'Église catholique a joué lors de nos conférences nationales en Afrique. Sans cela, vous savez bien, ne serait-ce qu'à partir du cas du Bénin, qui est devenu école à l'époque, sans l'œuvre de Monseigneur Isidore de Souza, est-ce que notre conférence allait connaître l'aboutissement qui a permis à ce que nous soyons un pays stable? La réponse est non, monsieur. Bon. Je peux le démontrer. Bon, vous pouvez le démontrer, mais tout le monde sait que la réponse est non. Vous pouvez le démontrer, mais tout le monde sait que c'est non. Lamine Cissé, nous n'allons pas ouvrir. Je l'ai écrit. Nous n'allons pas ouvrir notre porte. Répondez à ma question. Aujourd'hui, il y a un ministre chargé des droits humains qui estime plutôt que c'est l'opposition qui est à la base des dérives qu'il y a eu, notamment le fait que des populations civiles soient abattues lors des violentes manifestations. Est-ce que ce type de communication arrange les choses? Moi, je dis tout simplement, il ne faut pas que la Senko prenne position. Parce que dans la médiation, ces déclarations, c'est des déclarations que les opposants doivent faire. Ce n'est pas un médiateur qui doit le faire. On tue parce qu'on doit vous retarder, mais vous vous mettez dans l'opposition totalement. Et ce que je voudrais vous faire comprendre est que dans l'église ou dans les mosquées, mais où se trouve, on pense que censé de trouver du bien, mais il y a toujours Satan qui est à côté. Parce que Satan est toujours ami. Maintenant, vous avez dit, je suis en train de lui emboîter le pas pour lui faire comprendre que les préalables de la réussite de cette conférence nationale, d'abord c'est le peuple béninois, deuxièmement c'est les syndicalistes, troisièmement c'est le président Mathieu Kérékou et le comité préparatoire, les Robert Dossou ont joué. La finition a été conduite par un monseigneur de Souza, la finition. Mais la fondation a été bâtie par d'autres personnes qui ont la volonté d'aller. Est-ce que l'autorité morale... Non, sans la volonté, si Kérékou dit niet, ça n'ira pas. Il faut rendre à César ce qui lui est dit, dû. Je l'ai écrit dans mon roman. Si Kérékou n'a pas la volonté d'aller vers la conférence nationale, n'a pas accepté à ce que... Mais écoutez, ça ne se fera pas. Maintenant, je voudrais tout simplement dire qu'ils ont préparé tout, ils ont mis tout en place, ils ont amené un monseigneur pour lui dire, il faut nous conduire. Le ministre, donc il a réussi cette mission-là. Est-ce qu'il y avait il a réussi une partie de la mission. On peut faire rapidement. C'est comme celui qui a construit le bâtiment et celui qui fait la finition. Non, monsieur Cissé, il y a une question importante. Est-ce qu'en ce moment... Donc Kabila est très important. Est très important dans la réconciliation. Moi, je ne parle pas de Kabila. On ne peut pas dire que c'est la Semco qui devait amener la paix en RDC. Est-ce qu'au Bénin, à l'époque, en dehors de Monseigneur de Souza, on pouvait trouver quelqu'un qui pouvait vraiment jouer sur... C'est l'Assemblée générale qui l'a choisi. Non, je demandais... Non, est-ce que c'est possible? Répondons à cette question. Oui, c'est possible. Est-ce qu'on pouvait... Qui, par exemple? Non, est-ce que c'est à moi de vous le désigner? Non, à l'époque, qui? Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes... Non, nous allons revenir au débat. Je dis, à la finition, ils ont trouvé l'homme consensuel. D'abord, il a été consensuel. Nous allons revenir. Le consensus s'est fait autour de lui et il a conduit parce qu'il est... Pourquoi c'est autour de lui? Parce que c'est un homme de Dieu. Ok, d'accord. Monsieur Cissé a répondu à la question. Voilà, c'est un homme de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait tout. Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. La ministre chargée des droits humains en RD Congo dit que le respect de la Constitution est du ressort du peuple congolais
et n'est en rien l'affaire de l'ONU à travers son bureau conjoint des droits de l'homme. On voit la MONUSCO qui est installée dans le pays avec un déploiement. On sait qu'aujourd'hui, l'État a failli à sécuriser les Congolais, mais aujourd'hui, on crie rapidement à la souveraineté dès lors qu'il s'agit du respect des textes qui fondent la République. En fait, ces institutions internationales n'interviennent dans aucun pays où tout va bien. Si ces institutions sont appelées à intervenir, c'est qu'il y a panne, c'est qu'il y a dysfonctionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les pays ont intérêt à travailler à ce qu'il n'y ait pas de crise. C'est vrai, les crises ont une fonction dynamique et qu'au sein de toutes les institutions, il y aura des crises. Maintenant, lorsque vous n'arrivez pas, en tant que pays, à surpasser vos crises et vos différends, et que ces institutions interviennent, il n'est souvent pas recommandé de leur faire la morale. Et venant d'une ministre de la République, servant d'abord son chef qui l'a nommé, ce ne serait pas crédible. Si ça venait de toute autre personne, n'étant pas de la majorité présidentielle, cela pourrait mieux se comprendre. Toutefois, c'est vrai, il s'agit de la constitution de la RDC. Et toutefois, nous sommes dans un problème congolo-congolais, et c'est ça qui est aussi important de souligner. Quel est le mandat de ces institutions internationales? Quel est leur cahier de charge? Quels objectifs ils sont appelés à atteindre? Tout cela est important et mérite à un moment donné d'être revisité. Et surtout, les voies et moyens, les stratégies mises en œuvre pour y arriver, c'est important. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'abord d'une affaire congolo-congolaise. La MNCC, aujourd'hui, au sein du rassemblement, on peine à trouver la personne pour reprendre le leadership. Le G7 demande la paternité du rassemblement. L'UDPS le revendique aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut garantir que les ambitions politiques des uns et des autres soient satisfaites? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la guerre de succession. Ça pose un problème énorme. C'est pourquoi je dis, moi, ma crainte, c'est qu'ils n'ont qu'à, tu vois, l'opposition doit aller vers le consensus et faciliter la sortie à M. Kabila. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour que Kabila s'installe là. Je voudrais que ces accords-là aboutissent, aillent jusqu'au bout. Je voudrais avoir un Congo démocratique qui organise les élections transparentes et qu'on nomme un président et que le peuple soit ce peuple-là qui élit ce président. Mais avec toutes ces tergiversations-là, ils perdent énormément de temps. Nous allons parler aussi du cas Katumbi. Il se murmure que la commission mise sur pied par les évêques aurait rendu son verdict ou que le verdict sera publié incessamment. Le dossier serait politique, sans fondement juridique sérieux. Votre avis? Alors que ça devrait être le contraire. Le dossier devrait plutôt être juridique et non politique. Puisque, au regard du droit, ce qui lui est reproché est ridicule. Au moment où c'était été acquis, il n'était pas encore né. Au regard du droit. Donc, c'est un problème en principe qui doit prendre une allure juridique et non une allure politique, ni une allure juridico-politique. On rappelle qu'il a été condamné à 3 ans de prison ferme dans cette affaire. Bien sûr, parce que 3 ans après, il n'y a plus d'élection. Parce qu'on sait que au jour d'aujourd'hui, si on va aux élections, il pèse pour beaucoup et qu'il faudrait l'éliminer. N'oubliez pas, il a été gouverneur, pas de n'importe quelle région. Je vous en prie. Pas la région d'origine du président. Bon, donc vous pouvez comprendre. Il n'est pas n'importe qui. Moïse Katumbi. Il n'est pas n'importe qui. Donc, ce sont des stratégies auxquelles nous sommes habitués et qu'on connaît très bien pour neutraliser de façon efficace tout éventuel adversaire pouvant prendre le pouvoir. C'est-à-dire que si Kabila n'arrive pas à prendre le pouvoir, au moins il faut qu'il contribue à ce qu'un des siens prenne le pouvoir. Et en fait, œuvrer pour que Kabila s'en aille ne signifie pas s'aplatir par terre, coucher par terre, pour qu'il piétine sur les gens, pour qu'il fasse ce qu'il veut. Il y a un accord qui a été signé, il faut qu'il respecte ça. Et personne n'est suffisamment fort pour être fort tout le temps. Donc s'il ne veut pas écouter ce que la vérité et la raison sont en train de lui imposer, on connaît comment ça se passe. Finalement, vous ne maîtrisez plus rien. Vous ne savez plus ce qui se passe. Et il devrait tirer leçon de ce qui est arrivé à Mobutu et de ce qui, d'une manière ou d'une autre, est arrivé à son père. Il a intérêt à respecter l'accord que lui-même et les siens ont signé.
Alors, Lamine Cissé, rapidement, toujours sur le cas Katumbi, il y a un de ces véhicules qui avait été saisi par les autorités provinciales qui a été retourné. Finalement, est-ce que c'est un signe de dégel? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer un retour de Katumbi pour participer aux obsèques d'Étienne Tshisekedi? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de régler le cas Katumbi? Parce que c'est quand même un cas très important. Non, je préfère, mais c'est un citoyen comme tous les Congolais, mais je préfère que ça aille dans ce sens-là. Mais je ne vais pas aller dans les analyses émotionnelles. Parce que sur ce plateau-là, je ne suis pas dans le secret de la justice de RDC. Mais quand je vais dans les préjugés, nous avons, non, il y a eu des pressions. La procureure qui a condamné. Bon, d'accord, donc c'est déjà très bien, c'est un bon pas. Moi, ça m'encourage. Il faut que, c'est-à-dire que je voudrais, vous savez, on dit en France, l'embroglio qu'il y a en France aujourd'hui. Mais c'est le pays où on dit cette démocratie que nous avons amenée vers nous. Mais cette démocratie, moi, je le salue parce que toujours la justice est indépendante. La justice va jusqu'au bout. Si nos justices africaines sont indépendantes et que le pouvoir exécutif va brimer un opposant politique et la justice fait son travail normalement, mais vraiment, ça serait très bien. Mais c'est dommage que... Rapidement, dernière question, on va évoluer. En attendant Katumbi, il y a son grand frère, Raphaël Katebe Katoto, qui est rentré au pays après 12 ans en exil. Aujourd'hui, l'homme serait candidat déclaré au poste de Premier ministre et serait d'accord que le président Kabila qu'on propose plutôt 3 noms au président Kabila plutôt qu'un seul. Il a d'ailleurs été exclu de sa formation politique puisque tous les partis politiques membres du Rassemblement sont d'accord avec la position du Rassemblement, c'est-à-dire de désigner Félix Tshisekedi comme candidat de l'UDPS au poste de Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qui me vient à l'esprit, c'est un quotidien quinois qui a essayé de résumer, est-ce que c'est un mouton noir ou un allié du Rassemblement qui est rentré en RD Congo? Il était où quand les membres de l'UDPS faisaient leur combat? Il était à l'extérieur. Ok, peut-être il ignore que Félix Tshisekedi, actuellement, est le secrétaire général adjoint de l'UDPS et qu'il est en train de militer au sein de ce parti depuis son adolescence. Lui, il était où? C'est ça qui est important. Il fait partie des membres fondateurs du Rassemblement aussi. Oui, oui. C'est un homme politique. Ce n'est pas un parvenu. On n'a jamais dit non. Un homme d'affaires, un politique d'envergure. Non, on n'a jamais dit non. C'est-à-dire, si vous regardez la patronymie Tshisekedi, vous allez vous tromper. Hier, j'ai appelé un Congolais qui m'a fait son histoire. Félix Tshisekedi, il militait depuis son adolescence. Et il n'aurait jamais bénéficié de passe-droit de la part de son père. Il n'a jamais bénéficié de rien. Et son père ne lui a jamais fait de cadeau spécial. D'ailleurs, quand il voulait commencer par militer, son père avait refusé. Et il a dit, mais pourquoi je ne veux pas le faire? Donc, ne croyez pas que c'est un fils à papa à qui on est en train de donner quelque chose. D'accord. D'autres sont fils à papa. D'autres sont fils à papa nous allons et évoluer. qui ont eu le pouvoir parce qu'ils ont perdu. Nous allons évoluer, voilà qui met fin au premier débat. Mali, installation effective des autorités intérimaires dans le nord. De quoi pacifier cette région en proie à des troubles persistants. La question vous est posée, messieurs. Le débat continue avec vous, Aimé Tchefa et Lamine Cissé. Ces autorités sont censées rétablir l'autorité de l'État dans les régions du nord. Les autorités intérimaires, donc, elles ont été installées à Kidal. Et c'est une première étape importante pour vous, Lamine Cissé? Non, mais bon, si ça va dans le cadre des accords d'Alger, c'est bon. Vous savez, le problème qui se pose est qu'il y a même le représentant des Nations Unies a rappelé cela pour dire les accords d'Alger restent intacts et applicables, ils sont dans le processus. Mais s'il y a parallèlement des initiatives locales, eux, ils sont là pour soutenir les initiatives. Donc, c'est la mise en œuvre de certaines initiatives locales qui a amené des divisions au sein même de la famille Aglal, je ne sais pas, on l'appelle Aglal. Donc, ça crée des problèmes, c'est-à-dire des frustrations parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Tu sais, dans ce grand, vaste territoire-là, c'est des intérêts qui sont en jeu. Mais toujours est-il que pour moi, c'est dans le processus. Alors, il y a eu 18 mois pour aboutir à l'installation de ces autorités intérimaires-là. Qu'est-ce qui bloque autant? Qu'est-ce qui empêche autant de se comprendre aujourd'hui au Mali? Il faut comprendre. Le Mali, c'est un pays très vaste.
mais dont le nord est essentiellement Tamashek, et pose un problème de sécession. Eux, ils posent un problème de sécession depuis. Alors, Et dans cette région du nord, vous avez beaucoup de groupes d'autodéfense et de rébellion. Si vous prenez par exemple le cas de Kidal, vous ne vous demandez peut-être pas pourquoi l'installation de l'autorité transitoire commence par Kidal, puisque selon le programme établi, 1er mars Kidal, 2 mars Gao et Menaka, 3 mars Taoudeni et Tombouctou. Alors, Kidal, c'était le siège du Moujao. C'était l'endroit où vous avez les représentants d'Al-Qaïda, d'AQMI, du MNLA. C'est la 8e région la plus grande du Mali. C'est 4 cercles et puis c'est 11 communes. Donc, disons que c'est une région importante dans la rébellion. C'est une région importante, un territoire, un gouvernorat toujours utilisé pour pouvoir faire des attaques, des mouvements d'assaut et entretenir donc cette idée de sécession qui a eu lieu depuis toujours. Et il y a eu déjà à Kidal 3 rébellions. Rébellion 63-64, 90-91 et ensuite 2006. Tout était parti de Kidal. Donc, lorsque vous voyez ces différents éléments et qu'on arrive à un accord Alger, qui n'est pas loin là de Mali, c'est que le problème reste toujours posé si on ne trouve pas de solution réelle par rapport aux envies, aux appétits des rebelles. Et au total, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils demandent. Ils demandent à être plus associés à la gestion du pouvoir public. C'est important. Voilà, la question est toute posée aujourd'hui. Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour pacifier cette zone-là? On rappelle qu'il y a déjà des manifestations, que ce soit à Gao ou à Menaka, où on dit qu'on ne veut pas en entendre parler parce qu'il y a des organisations de la société civile, des partis militaro-politiques. Il y aurait même eu des endroits qui ont été assiégés. On a sorti des armes pour tirer en l'air, pour dire nous ne voulons pas tant qu'on ne nous associe pas. C'est devenu un gâteau. Non, évidemment, c'est les intérêts. Parce que tous ces groupes-là, ils vivaient de trafic, la plupart, de trafic de beaucoup de choses la paix qui leur apportaient. La paix n'est pas pour bientôt. Dans cette Enfin, région du Mali. je dis, nous sommes dans le processus. Mais c'est la France qui a failli à sa mission. En étant dans cette partie-là, il pouvait régler ce problème-là en désarmant. Il ne l'a pas fait. La France, quand il s'est allié au MNLA, etc., pour pouvoir combattre quel djihadiste? Cette estime que pour régler le problème, il faut rapidement aller aux élections. En l'état, c'est impossible. Oui, en l'état, c'est impossible. C'est impossible. Mieux vaut corser un peu plus l'accord d'Alger, d'ailleurs qui n'est pas vieux, puisque ça date de 2015. Juin 2015. Donc, mieux vaut corser un peu plus cet accord et, disons, tenir compte beaucoup plus des ressortissants de ces localités-là, dans les nominations, dans le gouvernement, dans le partage du gâteau national, puisque c'est comme cela que nous fonctionnons en Afrique. Nous recherchons toujours des groupes ethniques et puis merci. Je rappelle que vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous, il y avait Lamine Cissé, expert en communication politique. Ce sera tout pour ce numéro. Merci au restaurant L'Oriental de nous avoir reçus pour le tournage de ce numéro de Angle de Vue. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur SICA.